Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'une toute nouvelle émission. On refait l'info, un temps pour revenir sur les informations qui ont fait l'actualité du mois. Au programme de cette émission de novembre, on reviendra sur l'élection américaine avec la victoire de Donald Trump, une analyse sur les raisons de son retour à la Maison-Blanche. On aura aussi l'éclairage d'Alban Nicosie, grand reporter et co-présentateur de l'heure américaine sur France Info. Ce sera notre invité. On reviendra aussi sur les inondations qui ont meurtri l'Espagne et la région de Valence. Face à ces menaces, des villes ont mis en place des dispositifs. On fera le tour sur ces projets dans le tour du monde des solutions. On parlera aussi de la journée internationale des violences faites aux femmes. Le collectif Droits des femmes 06 a organisé une manifestation à Nice pour se faire entendre. On était sur place. On parlera aussi d'un concept qui fait de plus en plus parler, la fenêtre d'Overton, une manière d'expliquer les réactions autour du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Et puis en fin d'émission, ce sera l'instant culture avec les débats autour du pass culture. Et tout de suite, le récap. On revient sur 3 informations qui ont fait l'actualité durant le mois de novembre et on commence avec la colère des agriculteurs qui a refait surface ces dernières semaines, Thomas. C'est l'acte 2 du mouvement. Les agriculteurs expriment une nouvelle fois leur colère sur les routes. Depuis le 18 novembre dernier, ce sont plus de 85 points de manifestation partout en France. Ils font suite au premier mouvement entamé en début d'année. 9 mois plus tard, les promesses ne sont pas tenues et la colère est toujours aussi vive. À chaque semaine, une revendication. D'abord, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur cristallise encore les débats. Un accord commercial avec les pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie qui prévoit notamment l'importation de viande bovine et de volaille sur le marché français. La Commission européenne compte toujours passer cet accord malgré l'opposition de la France. Les députés et sénateurs français ont massivement rejeté ce texte. Mais ce n'est pas la seule revendication des agriculteurs. À partir du 25 novembre, c'est la simplification des normes qui est exigée. Et là, le mouvement se durcit. Les agriculteurs érigent des murs en parpaing, en carton ou déposent du fumier un peu partout en France. Dans le viseur notamment l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire ou encore l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Selon eux, ces organismes publics entravent leur travail et donc l'agriculture. La FNSEA appelle désormais de nouveaux points de mobilisation le 9 et 10 décembre prochain autour du revenu des agriculteurs. Le mois de novembre a aussi été marqué par le mandat d'arrêt international à l'encontre de Benyamin Netanyahou, Louisiane. C'était le 21 novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Benyamin Netanyahou est désormais officiellement un homme recherché. Il pourrait être arrêté s'il se rendait dans un pays membre de la CPI. La France a réagi à ce mandat d'arrêt. Le Quai d'Orsay a déclaré qu'il pourrait bénéficier d'une immunité en raison du fait qu'Israël n'est pas membre de la CPI. Le ministère a précisé que la France respecterait ses obligations internationales, mais sans préciser clairement si elle arrêterait Netanyahou s'il se rendait sur son territoire. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a mentionné que la question de l'immunité des dirigeants serait soumise à l'autorité judiciaire française. Cette position a provoqué de nombreuses critiques, notamment de la part de la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui a accusé la France de se soumettre aux exigences de Netanyahou en renonçant donc à la justice internationale. Manuel Bompard de la France Insoumise a qualifié cette situation de honte et s'est interrogé sur une possible impunité. En revanche, des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique ont affirmé qu'ils seraient obligés d'arrêter Benyamin Netanyahou s'il se rendait sur leur sol. Et puis la COP29 a aussi révélé des tensions internationales autour des questions climatiques. Elle s'est conclue dans la nuit du 24 novembre à Bakou en Azerbaïdjan. 12 jours de négociations et un accord jugé mitigé. Si les COP jouent souvent les prolongations, celle-ci aura eu son lot de rebondissements. Dans cet accord, les pays riches se sont engagés à tripler leur aide climatique aux pays en développement pour atteindre les 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, soit 3 fois plus que les 100 milliards fixés en 2009. Mais pour les pays en développement, c'est loin d'être suffisant. Ils réclamaient au moins 600 milliards pour affronter l'urgence climatique. Pire, cette somme inclut des financements privés et des contributions volontaires d'autres États, dont la Chine, qui a refusé toute obligation. Les pays les plus vulnérables, comme les petits États insulaires, ont finalement obtenu quelques garanties. Une feuille de route est prévue pour augmenter les dons d'ici la COP30 à Belém au Brésil.
Quant aux énergies fossiles, tabou, aucun engagement clair pour leur réduction n'a été retenu. Pourtant, elles sont centrales dans la lutte climatique. L'Union européenne voulait un suivi annuel de la sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Mais face à l'opposition de certains pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, le sujet a été balayé sous le tapis. Un retour en arrière donc par rapport à la COP28. Pour beaucoup, cette COP de la finance climatique symbolise le statu quo, des avancées financières très limitées et un fossé toujours béant entre le Nord et le Sud. Ce mois-ci, les yeux étaient rivés sur les États-Unis et l'élection de leur nouveau président. C'est l'événement. C'était le 5 novembre dernier, Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis, une large victoire du candidat républicain où il remporte 312 grands électeurs face à 226 pour Kamala Harris. Près d'un mois après ce succès sans grande surprise, on décrypte les résultats pour comprendre cette élection avec vous Thomas. Donald Trump a tout raflé, voilà l'analyse rapide des résultats de l'élection américaine. Chez l'électorat hispanique et catholique, chez les primo-votants, le candidat républicain progresse de manière considérable. On présentait le scrutin comme le gender gap le plus important de l'histoire et il l'a été, mais en faveur de Donald Trump. Regardez ces cartes. La première est celle des résultats officiels qui a vu Donald Trump remporter notamment les 7 swing states, ces États clés qui font l'élection américaine. Mais le résultat aurait été tout autre, comme nous le montre cette deuxième carte. C'est celle si seules les femmes avaient voté le 5 novembre dernier. La différence est absolument saisissante. Kamala Harris aurait gagné haut la main avec 365 grands électeurs. A contrario, si les hommes avaient voté Donald Trump, il l'aurait emporté avec 376 grands électeurs contre 312 avec les résultats officiels. C'est l'une des grandes fractures de cette élection. Un tel écart entre le vote des femmes et des hommes est une première dans l'histoire américaine. Mais ce n'est pas la seule différence entre les deux candidats. La victoire de Donald Trump se lie aussi dans sa capacité à convaincre les primo-votants. Oui, malgré l'avantage de Kamala Harris chez les jeunes âgés entre 18 et 29 ans, 7 points d'avance par rapport à Trump, le candidat républicain l'emporte assez largement chez les primo-votants. Des jeunes et des abstentionnistes qui votent pour la première fois. C'est un changement considérable par rapport à 2020. Trump renverse complètement la tendance. En 2020, 34% des néo-votants hommes ont voté pour Donald Trump contre 65% 4 ans plus tard. Et même chez les femmes, le candidat républicain progresse. Ce sont 31% des primo-votantes qui ont voté pour lui contre 49% 4 ans plus tard, en 2024. C'est tout le côté paradoxal de l'élection américaine. Les primo-votants représentent près de 2% de l'électorat total. C'est finalement l'écart qui sépare les deux candidats dans le vote populaire. Et puis il y a une autre surprise, le basculement de l'électorat catholique du côté de Donald Trump et même l'électorat hispanique qui s'est penché davantage vers le candidat républicain. Non seulement il remporte le vote catholique, mais il surclasse Kamala Harris avec près de 18 points d'avance. En 2020, pour rappel, Joe Biden l'avait emporté de 5 points, lui qui a été le deuxième président catholique des États-Unis après John Fitzgerald Kennedy. La candidate démocrate n'a pas réussi cette fois à convaincre cette partie des électeurs. Une victoire de Trump grâce à sa progression dans l'électorat catholique, blanc catholique et aussi grâce au vote hispanique. C'est l'autre enseignement des résultats. Les hispano-américains n'ont pas voté massivement démocrate puisque plus sensibles aux questions économiques, d'insécurité et d'immigration, des thèmes largement portés par le candidat républicain. Donald Trump fait un bond de près de 13% chez cet électorat. Par exemple, le comté de Starr au Texas, le plus hispanique du pays, a été remporté pour la première fois par un candidat républicain. Et pour comprendre les conséquences de ces résultats sur les États-Unis et sur l'Europe, nous avons rencontré Alban Mikosi, grand reporter et co-présentateur de l'Heure américaine sur France Info. Influence d'Elon Musk, guerre en Ukraine et à Gaza, impact sur la France et sur le monde. Il revient pour nous sur l'élection de Donald Trump. Bonjour Alban Mikosi, vous revenez des États-Unis, vous avez suivi la campagne américaine qui a vu Donald Trump devenir le 47e président des États-Unis. D'abord, dans quelle atmosphère avez-vous quitté le pays et que dit l'élection de Trump des États-Unis ? Alors, c'est le grand rendez-vous démocratique aux États-Unis qui a lieu tous les 4 ans. Les Américains, globalement, le vivent avec beaucoup plus de sérénité que nous. Il y a eu peu de manifestations anti-Trump après l'élection. Il a été élu,
globalement, les Américains estiment que, voilà, ils ont parlé, ils étaient fatigués par cette campagne, qui a quand même été une campagne médiocre dans l'ensemble. Un vote a eu lieu, une majorité claire s'est dégagée, Donald Trump est élu. On va dire que les Américains maintenant ont envie de passer à autre chose. On va voir ce que sera une présidence Trump. En tout cas, les élections, c'est terminé. Comment expliquer justement cette différence entre ce qui se ressent aux États-Unis et plutôt en Europe et en France ? Parce que les Américains n'ont pas complètement la même perception que nous de Donald Trump. Il faut que vous imaginiez Donald Trump comme une sorte de Cyril Hanouna qui est dans l'univers d'audiovisuel depuis toujours. Et les Américains, un Américain de 45 ans, il a toujours vu Donald Trump dans son univers visuel. Donc, quand vous dites Donald Trump, attention, c'est Adolf Hitler. D'abord, Adolf Hitler, pour les Américains, c'est pas très clair. Mais non, c'est pas ça. C'est comme si vous disiez à un Français, attention, Cyril Hanouna, c'est Adolf Hitler. Non, Cyril Hanouna, c'est Cyril Hanouna. Adolf Hitler, c'est Adolf Hitler. Donc pour les Américains, Donald Trump, c'est un personnage presque de cinéma. C'est un personnage qui est un habitué des maisons. Il est dans les postes de télévision américains depuis 43 ans. Donc ils le voient en permanence. Donc ils n'en ont pas peur. Après, ils se méfient de son instabilité, de ce côté capable de tout à tout moment. Certains ne l'aiment pas. Certains n'ont pas voté pour lui, il y a même pratiquement un Américain sur deux qui n'a pas voté pour lui, mais il est élu, c'est ainsi, et il n'y a pas d'affolement général. Nous, en Europe, on analyse Donald Trump, on prend à la lettre ce qu'il dit. Or, il faut prendre ce qu'il dit au sérieux, mais pas à la lettre. C'est-à-dire, d'attention dans ce qu'il dit, il y a des choses importantes, mais il y a aussi un peu de rotomondade, un petit côté Don Quichotte, prêt à dire plus qu'il ne fera. Pourtant, depuis 2020-2021, il a été condamné, notamment dans l'affaire de Stormy Daniels. Il a été poursuivi dans plusieurs autres affaires, notamment dans sa participation dans l'assaut du Capitole. Comment expliquer ce retour assez invraisemblable et même historique dans l'histoire américaine ? C'est intéressant, ça prouve que dans ce cas précis, c'est pas forcément reportable partout, dans ce cas précis, le fait d'être condamné par la justice n'a pas joué sur son image personnelle. Les Américains continuent, ceux qui ont voté pour lui, à lui faire confiance et estiment même que c'est la justice qui a été partiale. Bon, il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles il a été condamné, on va dire, de manière qui paraissait à peu près évidente. La relation avec Stormy Daniels, aujourd'hui, elle est connue. Le fait qu'il ait payé pour l'affaire Terre avec de l'argent de campagne, c'est globalement reconnu. Mais les partisans de Donald Trump estiment que ce n'est pas si grave que ça. Et chez Donald Trump, il y a cette possibilité de se relever. C'est une sorte de culbuto, c'est se jouer pour enfant. On essaie de le faire tomber, maintenant il finit toujours par se redresser. Donald Trump, c'est un peu ça. Quelque chose qui serait très grave avec quelqu'un d'autre, rappelez-vous de Bill Clinton avec Monica Lewinsky, c'était très grave. Donald Trump, c'est pas grave. Que Donald Trump trompe sa femme qui couche avec des prostituées, bon, c'est Donald Trump. Vous dites c'est pas grave, il a gagné le vote populaire, il a gagné les 7 États clés. Finalement, le résultat n'était pas aussi serré qu'on pouvait le prédire ou que les sondages pouvaient le prédire. Quel regard vous portez sur ça ? En fait, il a gagné le vote populaire avec finalement peu d'écart. Il gagne le vote populaire avec environ 2 millions de voix d'écart, ce qui, à l'échelle des États-Unis, n'est pas si énorme. La surprise, c'est que Kamala Harris ne fait pas le score des démocrates. Joe Biden a fait 81 millions de voix, elle en fait 74. Le problème, il est dans ces 7 millions de voix qui manquent. Si elle avait fait 81 millions de voix elle aussi, aujourd'hui, c'est elle qui sera à la Maison-Blanche et pas Donald Trump qui fait son score. Il fait entre 75 et 76 millions de voix. C'est le score de Donald Trump aux élections américaines. Est-ce qu'on a des premiers éléments d'explication sur cette perte importante? On est une semaine après, c'est un peu tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas été aidée par le fait qu'elle a dû faire une campagne très rapide en 3 mois, mais ça nous pose une question. Est-ce que les Américains sont prêts à élire une femme ? En fait, ce n'est pas si simple que ça. Ça nous pose une vraie question. Hillary Clinton n'avait pas fait le plein déjà. Elle avait fait plus de voix que Kamala Harris. Kamala Harris a fait moins de voix encore. Ça pose une vraie question. Les Américains sont-ils prêts à élire une femme ? Eh bien, la réponse est, semble-t-il pour l'instant, non. Depuis quelques jours, on a l'équipe autour du nouveau président qui se confirme, notamment Elon Musk, qui a grandement participé à sa campagne. Quel regard vous portez sur l'administration qui se dessine autour de lui ? Alors, en matière de choix, il a fait les choix les plus provocants possibles. Il a mis à la justice quelqu'un qui a été condamné, il a mis dans l'environnement quelqu'un qui est climato-sceptique, une femme très climato-sceptique. Il fait des choix disruptifs pour montrer qu'il fait ce qu'il veut.
Elon Musk, c'est un autre problème. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a une idéologie. C'est quelqu'un qui pense le monde à plusieurs générations, à plusieurs, même centaines d'années de là. La vision du monde d'Elon Musk doit nous inquiéter. Je le pense profondément. D'abord, son contrôle des médias est oppressif, mais surtout sa vision, en quelque sorte, d'un nombre plus réduit d'habitants sur la planète, mais qui serait meilleur, nous ramène à l'eugénisme, qui est une doctrine qu'on a connue en 1940. Elon Musk est, à mes yeux, plus inquiétant que Donald Trump. Et en plus, Elon Musk, il a 40 ans de vie ou 60 ans de vie devant lui. Donald Trump, il est quand même au crépuscule de sa carrière. Justement, pour parler de rester sur Elon Musk, il a tweeté juste après les élections. Le média maintenant, c'est vous. C'est de ça que vous voulez parler et l'inquiétude qu'il pourrait avoir. Alors, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, Elon Musk pense qu'il faut se passer des journalistes. On va faire simple. Et qu'il veut s'adresser directement aux citoyens. Ça a déjà été expérimenté. Ça s'appelle du populisme. On s'adresse directement au peuple. On pense qu'il n'y a pas d'ailleurs de frontières, pas d'intermédiaire dans la communication au peuple. Ça veut dire quelque part qu'il se prend pour quelqu'un d'omniscient, pour une sorte de Dieu tout-puissant. Elon Musk, pour moi, est inquiétant parce qu'il nous veut une société différente. Une société où, en quelque sorte, l'homme qui détient le pouvoir à travers une relation qu'il aurait directe avec les gens. Et finalement, ça nous rappelle quoi? Au minimum, la royauté. Ça existait en France. Ça s'appelait le roi Soleil. Au-delà de l'élection présidentielle, c'est aussi, les regards se tournent aussi au niveau du Congrès. Le Parti républicain va être majoritaire à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. On a aussi une Cour suprême qui est plutôt à l'avantage de Donald Trump. Est-ce que les contre-pouvoirs aux États-Unis sont suffisamment assez forts pour limiter son action et ces idées qu'il a pu infuser? Je vais vous surprendre, mais je vais vous dire que oui. La trifecta, c'est-à-dire le fait de gagner les 3 chambres, ça a été le cas de beaucoup de présidents. Et on l'oublie, mais Donald Trump, dans les 2 premières années de son premier mandat, pouvait compter sur une majorité dans toutes les chambres. Il n'en a pas fait grand-chose parce qu'il était entravé par un certain nombre de responsables qui donnaient des conseils contradictoires et à la fin, il n'en a pas fait grand-chose. La Cour suprême, c'est pas parce qu'un juge est nommé par Donald Trump qu'il est inféodé à Donald Trump. Vous savez, ces juges, ils sont nommés à vie et finalement, eux, ils sont toujours là alors que Donald Trump ne sera plus là. Bien comprendre ça. Donc, je suis modérément inquiet, pas plus inquiet que ça, quant à la capacité des États-Unis d'Amérique de conserver des contre-pouvoirs. N'oublions pas que c'est une fédération d'États-Unis, c'est-à-dire concrètement que les États ne peuvent décider de ne pas appliquer les règles de la fédération. Il y a ensuite des procès, ce sont des procédures qui durent des années, et en tout cas à l'échelle d'une présidence, c'est-à-dire 4 ans, ça va relativement vite. Le temps judiciaire, le temps du contre-pouvoir est plus long que le temps du pouvoir. Est-ce qu'il ne peut pas quand même avoir un changement? On a entendu ces derniers jours Donald Trump parler de se représenter potentiellement pour un 3e mandat, ce qui pour l'instant serait interdit par la Constitution. Est-ce que vers un régime un peu plus autoritaire ou une démocratie, comme on dit, libérale, est-ce que c'est vers ça que peut se tendre les États-Unis? Le modèle de Donald Trump, c'est Viktor Orban, le Hongrois. Donc il croit profondément à la démocratie illibérale. C'est-à-dire en gros, j'ai le pouvoir parce que je l'ai mérité, je vais le garder. Après, il y a une règle qui s'applique pour Donald Trump comme pour moi, comme pour vous un jour, c'est que Donald Trump il a 78 ans et que la carrière elle est plutôt derrière lui que devant. Quand on a 78 ans, on a fait plus de choses qu'il en reste à faire. Vous, c'est l'inverse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Donald Trump, son temps est limité. Il peut dire « je me représenterai », mais dans quel état de santé sera-t-il dans 4 ans? Lui-même ne le sait pas. Donc, dire aujourd'hui « je me représenterai dans 4 ans », c'est pas grave, ça n'a aucune espèce d'importance. Sur la scène internationale, Donald Trump a fait plusieurs promesses, notamment sur le conflit en Ukraine. Son règlement en quelques heures même. On a aussi un soutien qui va plus vers Israël, un soutien presque total vers Israël. Quelles conséquences pour l'Europe, pour la France et pour les conflits dans le monde? L'Ukraine, effectivement, ça joue sur l'Europe parce que l'Ukraine, c'est un morceau de l'Europe. Et que l'Ukraine nous a appelés au secours et a demandé à faire partie de l'Union européenne, à faire partie de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine va obtenir de rentrer dans l'Union européenne à court terme? Non. On le sait tous.
Est-ce que l'Ukraine est importante pour notre sécurité en Europe? Oui aussi. Donc l'Europe va continuer à aider l'Ukraine et Vladimir Poutine n'est pas invincible. Les 2 années de guerre nous ont prouvé une chose, c'est que l'armée russe n'est pas invincible, loin s'en faut. Elle s'est enfoncée en l'Ukraine de 18% du territoire. 18% du territoire, ce n'est pas une victoire massive. L'objectif de Vladimir Poutine au départ, c'était de prendre Kiev en 15 jours. On est au 1000e jour de guerre. Donc ça n'a pas montré la force de l'armée russe, une force telle que l'armée russe serait demain à Monaco. Pour ce qui est du Proche-Orient, c'est plus compliqué. Donald Trump est l'allié du gouvernement Netanyahou. Lequel gouvernement Netanyahou, lui, a une solution du problème palestinien, c'est d'écraser les Palestiniens. Il n'y a pas de doute sur le fait que Benjamin Netanyahou va se sentir conforté et qu'à court terme, c'est vers un écrasement des Palestiniens qu'on va. Et sur les conséquences un peu plus politiques en France et plus globales, est-ce que finalement cette campagne, c'est pas la totale réussite de la post-vérité? Est-ce qu'on n'est pas finalement rentré complètement et est-ce que ça va pas se transposer aussi en France et dans l'Europe si ce n'est pas déjà le cas? En fait, la France, c'est pas Twitter. Si vous lisez Twitter, 60% des Français votent à l'extrême droite et estiment que les journalistes, c'est les merdias, ce qu'ils disent, ou les journalopes, ce que je reçois de manière quotidienne. Oui, mais il y a énormément de Français qui ne sont pas sur Twitter et qui ne vivent pas la vie des réseaux sociaux et qui vivent une vraie vie concrète dans laquelle le rôle du journaliste est indispensable. C'est celui d'être le médiateur entre le fait et la perception des personnes, en essayant d'y mettre le moins d'émotionnel possible et le plus de faits possible. Je crois que ce qui s'est passé aux États-Unis doit nous alerter, notamment le rôle de l'intelligence artificielle et des fake news et des fausses vidéos. Ça, oui, c'est important. En revanche, est-ce qu'on doit s'affoler, se dire que demain, c'est ce qui nous attend? Je ne suis pas certain du tout. Il y a des différences entre les États-Unis et la France. La France n'est pas... La France, c'est la France. Les États-Unis sont les États-Unis. Merci beaucoup, Alban Mikosi, de m'avoir accordé quelques minutes. Merci. On vous emmène maintenant faire un tour du monde un peu particulier, celui des solutions. On part d'un problème et on vous explique comment certains pays font face. C'est le tour du monde des solutions. Les crues exceptionnelles dans la région de Valence en Espagne ont fait plus de 210 morts et ont touché plus de 77 000 foyers début novembre. Après cette catastrophe, on s'intéresse aux manières dont les villes s'adaptent face aux inondations. L'une des solutions, c'est la construction de parcs éponges et multi-usages, Thomas. C'est le cas de Manchester, Rotterdam ou Copenhague. Plusieurs villes européennes reprennent le concept de ville éponge lancé par la Chine et Hong Kong, pionniers dans ce domaine. L'objectif, c'est de rendre plus perméables les villes. La bétonisation et l'expansion des métropoles ont souvent engendré une imperméabilisation des sols. Donc face à la menace d'inondation, ces villes construisent des parcs urbains pour absorber l'eau de pluie et la libérer progressivement dans les égouts. C'est finalement favoriser la verdure et les espaces verts. À Manchester, le parc baptisé West Gordon Park accueille des bassins de rétention d'eau, des prairies et des arbres aux racines absorbantes pour réduire le risque d'inondation. Ces parcs sont surtout construits en contrebas pour permettre à l'eau d'aller en priorité dans ces endroits au lieu d'aller dans des zones habitées. Ils deviennent de véritables systèmes de drainage pour éviter que l'eau stagne. Les parcs sont alors multi-usages. À Rotterdam et à Copenhague, ce sont des terrains de sport qui se transforment en bassins et en fontaines en cas d'inondation. Une autre solution pourrait être le béton drainant. Il est déjà adopté en France, aux États-Unis, au Japon ou encore en Allemagne. Contrairement au béton traditionnel qui est imperméable, le béton drainant a une structure poreuse, un peu comme une éponge. Il permet à l'eau de s'infiltrer directement dans le sol au lieu de ruisseler à sa surface. Bien qu'il coûte 30 à 50% de plus que le béton classique, il offre des économies à long terme parce qu'il limite les coûts liés au traitement des eaux. Le béton drainant permet donc de recharger les nappes phréatiques, de prévenir les îlots de chaleur et de réduire les inondations. Robuste et esthétique, cette solution est de plus en plus adoptée sur des parkings, des trottoirs, des terrasses et des zones sujettes aux inondations. Un autre pays qui a dû s'organiser pour maîtriser les inondations, c'est le Japon, après un typhon dévastateur en 1991 qui a inondé 30 000 foyers. Le pays a construit le JICANS à Kasukabe. C'est un gigantesque système souterrain de contrôle des inondations, un tunnel de 6,5 km de long. Il est situé à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo.
Le Gicans est désormais surnommé le temple souterrain pour ses impressionnants piliers, le système dévie l'eau excédentaire vers la rivière Edo grâce à des silos géants reliés par un tunnel souterrain. Les travaux ont duré 13 ans et ont coûté 2,6 milliards de dollars. Le système est doté de cuves et de turbines puissantes capables d'évacuer 200 mètres cubes d'eau par seconde. Actif de juin à novembre, il protège Tokyo des inondations et hors saison, il est ouvert aux visites. Tout de suite, c'est le jour J. Jour J, on s'arrête sur une journée nationale ou internationale. En novembre, c'est celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le collectif Droits des femmes 06 a organisé samedi 23 novembre une manifestation contre les agressions faites aux femmes. En prévision de la journée internationale de lutte contre ce fléau, près de 700 manifestants ont descendu l'avenue Jean Médecin à Nice. Reportage sur place. Stop aux violences faites aux femmes, voilà le message des manifestantes qui se sont réunies à la place de la Libération. Parmi elles, des victimes qui témoignent de cette réalité. Il me pousse et arrivé vers le zéro, il me fiche une grande claque sur le côté gauche, au-dessus de l'œil. J'ai pas été marqué, justement, c'est ça qui a peut-être pas. En attendant, depuis ce temps-là, j'ai des troubles de mémoire, j'ai eu des angoisses, juste un peu, je dormais plus la nuit. Plus d'une femme sur deux ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie, le plus souvent intrafamiliale. 213 000 femmes subissent chaque année des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Nous toutes recensons 122 féminicides depuis le début de l'année. Il y a un viol tous les 2 minutes 30, un viol ou une tentative de viol tous les 2 minutes 30. Ces violences, elles perdurent en France et donc on est là pour lutter contre. Suite aux viols, tentatives de viol et agressions sexuelles qu'elles ont subies, seuls 6% des victimes ont porté plainte en 2022. C'est trop peu pour le collectif Droits des femmes 06. Elles sont aussi très mal prises en charge encore aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a seulement 1% des plaintes pour viol qui aboutissent à des condamnations, on se dit que dans tout le parcours contre les violences faites aux femmes, il y a aussi des problèmes, un manque de moyens criant. Le collectif Droits des femmes réclame 2,6 milliards d'euros par an pour pallier ce manque de moyens. Beaucoup de revendications portées par des femmes, mais aussi par de nombreux hommes. C'est très important que les hommes se mobilisent pour ça. Le féminisme, ça ne peut pas se faire qu'avec les femmes. Et donc il faut avancer pour réussir à mobiliser de plus en plus d'hommes dans cette cause-là. Et donc moi je suis fier d'être ici en tant qu'homme, en tant que féministe. Et je suis fier de voir qu'il y a des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui mobilisés pour cette cause-là. Lors de la journée internationale, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé la possibilité de porter plainte à l'hôpital, un kit pour détecter la soumission chimique et une maison d'accueil pour les femmes victimes dans chaque département. Et on vous rappelle que le 3919 est le numéro d'urgence pour toutes les violences physiques ou sexuelles. Et à présent, on place à sociologique. On vous décrypte un concept qui explique un phénomène sociétal. On va vous parler du Rassemblement national Et de la fenêtre d'Overton. ou plutôt chercher à comprendre comment le parti d'extrême droite essaye d'influencer l'opinion sur ce qui est tolérable ou non. Mais déjà, c'est quoi ces théories ? La fenêtre d'Overton ne montre que les idées qui sont reconnues comme acceptables par la société. Mais la fenêtre bouge et évolue dans le temps. Elle se forme en 6 étapes. D'abord ce qui est de l'impensable et du tabou. Ensuite des idées radicales qui deviennent marginales puis minoritaires jusqu'à devenir populaires et de bon sens. Prenons l'exemple de l'homosexualité. Si elle n'est plus criminalisée depuis la Révolution française, elle était encore discriminée à l'époque, mais les premières manifestations début des années 80 et l'action de Robert Badinter avec la loi de 1982 ont fait évoluer les mentalités de la société française. Aujourd'hui, la discrimination homophobe est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. On est loin de l'époque où l'homosexualité était considérée comme une maladie. La fenêtre d'Overton a été théorisée par Joseph Overton dans les années 90. Le lobbyiste et politologue travaille au Mackinac Center for Public Policy, un think tank libéral américain basé au Michigan. Selon lui, il faut un réalisme politique, c'est-à-dire tenir compte des évolutions des opinions dans l'espace et dans le temps.
À travers sa théorie, Joseph Overton essaye d'influencer alors les politiques pour leur permettre de séduire les électeurs dans ce qui est acceptable. Certains politiques et personnalités publiques cherchent à étendre cette théorie avec la répétition de propos choquants. C'est une manière de voir les discours du Rassemblement national face aux récentes accusations lors du procès des assistants parlementaires du parti. Ils sont soupçonnés d'avoir embauché des collaborateurs pour le parti avec l'argent versé par l'Union européenne, un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros par le Parlement européen. Le parquet a requis notamment 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen. Le réquisitoire doit être normalement prononcé par des magistrats qui sont touchés, soumis à l'impartialité. Ce changement de ton au moment des réquisitions montre sa volonté d'appuyer sur une idée de plus en plus populaire, la partialité de la justice. Mais ce sont des propos qui s'inscrivent dans un contexte où la société française est prête à l'entendre. Quelques jours plus tard, un sondage est mené par l'Institut CSA pour le JDD, Europe 1 et CNews. Il montre que 65% des Français jugent la justice partiale. Une impression bien plus forte chez les sympathisants du RN et de la droite que de la gauche. Mais Marine Le Pen touche surtout au principe de l'état de droit. Pour rappel, l'état de droit est un état dans lequel les détenteurs du pouvoir se soumettent aux règles qu'ils édictent eux-mêmes. Et la loi s'applique à tout le monde. Des propos qui font écho à ceux de Bruno Retailleau qui affirme que l'état de droit n'est pas un principe intangible. Il ouvre alors la porte à un état plus arbitraire, voire plus autoritaire. Suite aux propos de Marine Le Pen et de Bruno Retailleau, la fenêtre s'élargit. On passe d'une vision de la justice juste et impartiale à une vision injuste et partiale. Et maintenant place à l'instant culture avec Anthony Moreau. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Vous nous parlez d'un sujet qui fait débat ces dernières semaines, le pass culture et sa réforme à venir. Mais quels sont les enjeux, Anthony ? Exactement, lancé en 2019, le Pass Culture avait pour ambition de démocratiser l'accès à la culture pour les jeunes de 15 à 20 ans. Avec un crédit de 300 € à 18 ans et une offre adaptée des 15 ans, il a permis à plus de 4 millions de jeunes de découvrir des livres, des spectacles ou encore des concerts. Pourtant, ce dispositif qui représente 6% du budget 2024 du ministère de la Culture divise. Les critiques pointent notamment une utilisation concentrée sur des mangas ou des blockbusters, jugés par certains comme de la sous-culture. Pourtant, les chiffres montrent que le pass a permis de vendre plus de 200 000 références littéraires par an, une véritable aubaine pour les libraires, notamment indépendants. Rachida Dati, la ministre de la Culture, souhaite aujourd'hui réformer cet outil. Objectif, mieux corriger les inégalités sociales et encourager les jeunes à se tourner vers des formes de culture moins explorées, notamment comme le spectacle vivant, un secteur qui pour l'instant ne capte que 1% des dépenses effectuées via le pass. Concrètement, Anthony, qu'est-ce que cette réforme va changer ? Eh bien, la ministre prévoit de réserver une partie des crédits à des activités spécifiques, les spectacles vivants, les librairies indépendantes et peut-être même la presse écrite pour renforcer l'éducation aux médias. Cette refonte s'inscrit dans une volonté d'équilibrer l'avantage l'offre culturelle et de favoriser une médiation, notamment avec l'aide des enseignants et des professionnels du secteur. Mais la mise en œuvre s'annonce complexe. Sur quels critères adapter les montants ? Comment élargir l'offre dans tous les territoires ? La ministre a confié plusieurs missions à des experts pour répondre à ces questions avec des premiers résultats attendus à la mi-décembre. Un projet ambitieux qui doit concilier démocratisation et qualité de l'offre. Affaire à suivre. Merci Anthony, merci Hugo Petitjean à la technique. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'On refait l'info, cette fois en décembre. À bientôt.